La première poétesse dont le nom nous est resté, c'est donc une femme qui s'appelait Rabée de Balkh, hein, qui est fille d'un gouverneur de la ville de Balkh, de la région de Balkh, aujourd'hui en Afghanistan, et elle a vécu au Xe siècle. Alors, son histoire est très longue, mais je vais vous donner quelques points extrêmement intéressants. Il ne reste d'elle que 3 ou 4 poèmes, alors qu'elle avait une œuvre assez conséquente, en particulier des poèmes d'amour. Et vous allez voir pourquoi il ne reste que 3 ou 4 poèmes d'elle, en tout cas attestés comme étant d'elle. Et elle est restée juste un nom dans l'histoire de la littérature quand on la cite dans les histoires de la littérature, ce qui n'est pas toujours le cas. Et vous allez voir pourquoi. Ça a beaucoup à voir avec tout ce que je viens de vous dire et ça résume en fait. Rabée, en fait, était très aimée de son père. Donc, elle a reçu une éducation, en tout cas c'est comme ça que la légende est racontée, elle a reçu une éducation parfaite, dans le sens où elle a appris bien sûr à lire et à écrire, elle a appris l'arabe, de toute façon son père était d'origine arabe, il avait été envoyé là pour devenir le gouverneur de Balkh. Il était d'une grande famille arabe, mais bon, il s'était persianisé en arrivant dans le Khorasan. Et donc, il lui avait appris, bien sûr, l'arabe, le Coran, là, ça, c'est les fondements, mais la littérature persane, qui est encore balbutiante au Xe siècle, là, on est au tout début de la littérature persane, donc c'est pas seulement la première femme poète, c'est aussi un des premiers poètes de toute l'histoire de la littérature persane. Elle est contemporaine de Rudaki, qui est considéré comme le père de la poésie persane. Et je soupçonne que Rudaki, vous allez voir, il s'est comporté avec elle comme les hommes poètes de l'époque de Faubourg se sont comportés avec elle. Qu'est-ce qui se passe ? Donc Rabée, donc elle reçoit cette éducation, donc à la fois intellectuelle, donc la poésie, mais aussi la musique. Elle apprend la musique, elle savait jouer du luth, quoi, enfin d'une sorte de lyre comme ça que jouait aussi Rudaki, qu'apparemment tous les poètes savaient jouer parce qu'ils s'accompagnaient de cet instrument quand ils déclamaient leur poésie. Elle savait monter à cheval, elle était une cavalière émérite, elle était un archer émérite. La légende nous raconte qu'un jour, elle est allée sauver l'homme qu'elle va aimer en se déguisant en homme, donc en allant sur le champ de bataille et en sauvant celui qui avait été pris en captif par le camp ennemi. Donc, elle est même une pionnière de la future Ghorda Farid du Shahnameh, puisque c'est un siècle avant donc l'achèvement du Shahnameh. Et donc voilà, elle a toutes ces qualités, mais bien sûr que sa poésie, elle reste absolument confinée au cercle intime. Il n'est pas question que, comme Rudaki, elle aille à la cour du roi dire ses poèmes à voix haute avec sa voix en plus de femme. Ça, c'est juste inimaginable. Je vous rappelle quand même qu'il est le gouverneur de Balkh envoyé par le calife de Bagdad. Donc, on rigole quand même pas avec tout. On peut apprendre toutes sortes de choses à sa femme, mais à sa fille, mais pas en public. Donc son père meurt et c'est son frère qui reprend le gouvernorat et elle tombe amoureuse en fait d'un conseiller de son frère, c'est-à-dire de quelqu'un d'une condition inférieure. Alors dans les légendes on dit d'un esclave, mais en fait c'est pas vraiment un esclave, c'est quand même un conseiller de son frère. Mais quand vous êtes à la cour, quand vous êtes courtisan, vous êtes considéré comme un être inférieur. En tout cas, c'est pas un prince. Et c'est le thème d'ailleurs qui va être développé dans toute la littérature persane, la question de savoir avec qui une princesse peut se marier, qui est un problème qui ne date pas de l'islam, hein, c'est un problème qui date de l'Antiquité. Donc c'est pour ça d'ailleurs que l'inceste était autorisé uniquement dans les familles royales, parce qu'il fallait que les filles épousent des gens qui soient de leur niveau. Et parfois, il n'y avait pas de gens de leur niveau autres que leur oncle ou leur frère. D'où le mariage autorisé uniquement dans les familles princières. C'est un autre sujet. Donc cette Rabée, elle va tomber amoureuse de cet homme. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Alors, j'ai oublié de vous dire qu'elle avait aussi appris l'art de la peinture. Donc, elle savait dessiner très bien. Et donc, elle va tomber amoureuse de cet homme pendant un banquet. Et elle va lui envoyer une lettre d'amour enfiévrée
accompagné d'un autoportrait. J'adore, on est au Xe siècle. Hein. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Là aussi, c'est le thème habituel de la littérature. Il va tomber raide amoureux, et quand je dis raide amoureux, j'ai bien dit raide amoureux, de ce portrait. Il va être en pamoison, et il va être plein de désir pour cette femme. Et commence entre eux une relation épistolaire. Apparemment, alors on n'a pas gardé les lettres, évidemment, on n'a gardé que la légende, apparemment très kind of hot, voilà. En tout cas, des poèmes d'amour dans lesquels on parle de désir, et on parle de plaisir, on parle de la chair, on parle de ce que la chair de l'autre vous fait, on parle de ce que la beauté de l'autre vous fait. Et les quelques poèmes qui restent d'elle sont d'une sensualité extrême. Et donc, on imagine que tout le reste était du même acabit. Et donc, en fait, son œuvre poétique, ce sont essentiellement des poèmes qui ont été envoyés à cet homme qu'elle aimait et qu'elle ne pouvait pas épouser à cause de conditions sociales que je vous ai décrites. Et un jour, Rudaki entend déclamer un poème d'elle. Ça le rend extrêmement jaloux et il va dire à son frère que sa sœur est amoureuse d'un homme et qu'elle entretient une relation épistolaire avec cet homme qui lui est interdit d'aimer. Et le frère va donc arrêter l'homme, il va faire une perquisition, littéralement, c'est ce que nous dit la légende en tout cas. Ils vont aller chercher cette correspondance, ils vont trouver les lettres de Rabelais qu'ils vont détruire, ils vont trouver les lettres de l'homme chez Rabelais qu'ils vont détruire, ils vont condamner l'homme à être exécuté, mais en public. Ça nous rappelle beaucoup ce que vous racontez sur Tahir Goratolain. Mais elle sera condamnée à avoir les veines ouvertes et être enfermée dans un hammam, toute seule, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et voyez là aussi, il y a l'exécution publique pour les hommes et l'exécution dans le silence, dans la solitude, pour les femmes. Alors, je dis, le résultat est le même, on est d'accord. Mais vous voyez comment les choses se mettent en place. Et je crois que vraiment, là, quand j'ai lu la légende de Rabelais, après avoir justement lu ce que vous avez écrit sur Tahir Goratolain, je me suis dit, waouh, c'est quand même la même histoire qui se répète. Et alors, la légende dit qu'avec son sang, elle a écrit un dernier quatrain sur les murs du hammam, etc. Et il y a eu un film qui a été fait parce que son tombeau est à Balkh. Jusqu'à nouvel ordre, il n'a pas encore été détruit, mais il a été question qu'il soit détruit par les talibans, son tombeau, qui est un lieu de rassemblement pour les femmes en Afghanistan. Jusqu'aux dernières nouvelles, son tombeau était fermé. J'espère qu'ils ne l'ont pas détruit, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas tué une deuxième fois. En tout cas, il paraît qu'un film est sorti. Je n'ai retrouvé que quelques images du film, un film afghan. Et je vous ai mis cette image parce que on dirait un film dans lequel Fodor aurait pu jouer, en fait. Ça aurait été formidable qu'elle joue le rôle de Rabelais, mais bon, ça ne s'est pas fait.